Je me trouve en Vendée, à Maillezais, un village au nord du Marais Poitevin. Ce village comporte une abbaye du XIe siècle qui est en ruine. Grand site de France, le Marais Poitevin comprend différentes parties: marais mouillé, marais asséché, marais sauvage, marais maritime. Il se distribue entre 3 départements, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vendée. Si Claude Monet voyait ça. Une abbaye qui a été sauvée de la destruction au XIXe siècle. Descendons voir l'embarcadère de l'abbaye, au grand port de Maillezais. Je crois que je préférerais ceci plutôt que cela. Mais c'est peut-être un préjugé. Le lieu d'embarquement à Maillezais, le vieux port. En fait, il y a d'autres points d'embarquement. Allons visiter cette fameuse abbaye. Il faut savoir que dans les temps anciens, le golfe des Pictons, c'est-à-dire la mer, s'étendait jusqu'à Niort. Et à la place du Marais Poitevin, on avait une succession de petits îlots qui, petit à petit, se sont réunis entre eux, car la Sèvre niortaise, toutes les petites rivières ont ensablé cet endroit. Le sentier sur lequel je chemine était autrefois une digue, c'est vous dire. Sur ce panneau pédagogique, on voit la position de l'abbaye justement au bord du golfe au Moyen-Âge, XVe siècle. Comme souvent, cette abbaye a connu une histoire mouvementée depuis l'aube du XIe siècle et elle a vu passer des personnalités telles que Agrippa d'Aubigné, Rabelais et son protecteur Geoffroy d'Estissac. Au Xe siècle, le comte de Poitou, Guillaume Fier à Bras, fait construire l'abbaye Saint-Pierre qu'il confie à des bénédictins. Le bâtiment qui est devant nous, l'hôtellerie, est bien évidemment postérieur, puisque vous y voyez des éléments de gothique. Il est du XIVe siècle, donc l'hôtellerie. Voici la tour-porte, la cave à sel, le réfectoire des pèlerins et dans le haut leur dortoir. Ici les cuisines. Et ici un dortoir pour des hôtes, sans doute plus illustres. Remarquez le pignon triangulaire du bâtiment. On accédait à la cave à sel par la tour-porte, mais l'ouverture est aujourd'hui à moitié enterrée. Alors nous allons passer par ici. L'île va offrir aux premiers hommes de l'âge de pierre La cave à sel. Dans cet endroit, un intéressant film pédagogique nous explique l'origine de l'abbaye.
Et on dit notamment que le sel, c'était l'or blanc du Moyen-Âge. Et bientôt pour les seigneurs bâtisseurs. Aucun vestige de Le sel était l'unique moyen de conservation des denrées au Moyen-Âge. mais les groupes Observez la voûte en berceau brisé. Des clés, sans doute pour nous rappeler que nous sommes dans l'abbaye Saint-Pierre de Maillezais. Poursuivons sur le sentier, en espérant que la pluie se fasse attendre. Fondé à la fin du Xe siècle, le site connaît un développement fulgurant au début du XIe, où il est agrandi. Au XIIIe siècle, Geoffroy la Grand-Dent, qui sert de modèle à Pantagruel pour Rabelais, détruit l'abbaye. Faisons un petit saut jusqu'au bord de ce canal, sans doute dépendance de la Sèvre niortaise. Il est possible de se balader en barque ici, pour avoir une belle vue sur les bâtiments abbatiaux. En l'an 2000, on a voulu représenter le fameux Geoffroy avec ses éléments sculptés. Voici le fameux Geoffroy la Grand-Dent. Vous pouvez constater qu'il avait une belle dentition pour l'époque, XIIIe siècle. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces éléments ne sont pas d'époque. Ils datent de l'an 2000 où ils ont été placés pour les besoins d'un spectacle. Je dois rectifier une petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. J'ai dit que le grand Rabelais avait assimilé Geoffroy la Grand-Dent ou Geoffroy de Lusignan à Pantagruel. C'est en réalité à un des ancêtres de Gargantua et Pantagruel qu'il l'a assimilé. Voici comment Rabelais parle de Geoffroy de Lusignan. Geoffroy de Lusignan dit Geoffroy à la Grand-Dent, grand-père du beau cousin, de la sœur aînée, de la tante, du gendre, de l'oncle, de la bru de sa belle-mère. Pourquoi Geoffroy de Lusignan a-t-il pillé l'abbaye? Tout simplement parce qu'il était jaloux. Son frère Fromond s'était fait moine en confisquant une grande partie de l'héritage. Il a donc pillé l'abbaye. Il a été excommunié, il a été obligé de demander pardon au pape, et ensuite il a été pris de remords toute sa vie durant, et il a fait beaucoup de bien à l'abbaye, si bien qu'à sa mort, eh bien, on l'a enterré dans l'enceinte de l'abbaye. Et tant pis si dans sa jeunesse il avait tué des moines. Sacré Geoffroy la Grand-Dent, Geoffroy de Lusignan. Face à nous, les ruines de l'abbaye et des bâtiments conventuels. Et en dessous, les vestiges des espaces de stockage et d'artisanat. Personne n'est là pour me conduire en poussette, je vais donc y aller à pied. Un petit tour auparavant vers le canal. C'est incroyable que ces éléments datent de l'an 2000, car avec la patine du temps, on les attribuerait à des siècles lointains. Le canal, dominé par de beaux salicaires.
Le ciel est gris, mais il ne fait pas trop froid en juin. Revenons vers les bâtiments. En 1317, le pape français Jean XXII fait de Maillezais un évêché. Comme ces machicoulis nous le prouvent, l'abbaye était fortifiée. Voici l'entrée de ce qu'il reste de la tour de défense. Durant les guerres de religion de 1562 à 1598, hélas, l'abbaye est ravagée. En 1606, Richelieu transfère le siège épiscopal à La Rochelle. Richelieu était évêque de Luçon, qui se trouve pas très loin en Vendée. L'abbaye cesse son activité en 1648 et elle servira hélas de carrière durant la Révolution. Elle est sauvée au XIXe siècle par l'intérêt de personnes qui s'intéressent au patrimoine. Et depuis 1996, l'édifice appartient au Conseil général de Vendée. L'abbatiale Saint-Pierre constitue le cœur spirituel de l'abbaye de Maillezais. La construction s'est donc poursuivie du XIe au XVIe siècle. Ce panneau pédagogique rectifie certaines erreurs des guides, comme par exemple ce paragraphe qui nous dit en fait que le siège de l'évêché ruiné a été transféré à La Rochelle en 1648. Tout à l'heure j'ai dit 1606, mais en 1648, Richelieu était déjà mort depuis 6 ans. Qu'importe ces imprécisions, cela ne nous empêche pas d'apprécier la beauté de cette abbaye, de ces ruines qui nous sont parvenues. Une passerelle qui a des allures d'invitation. Bon, je n'en ai pas vraiment la vocation, à vrai dire. L'hôtellerie. On voit déjà que cette partie n'est pas du début de la construction du XIe siècle, puisqu'il y a des éléments gothiques. L'évolution du plan de l'abbatiale est figurée au sol. Le côté roman, c'est-à-dire la partie la plus ancienne. Eh bien, il n'y a pas qu'à l'abbaye de Senanque, en Provence, que j'aurais vu ça. On voit encore des chapiteaux. Ces emplacements devaient être ceux des piliers. Et le cœur devait être là-bas, c'est dire s'il manque beaucoup de choses.
Ici, c'est le massif d'entrée de l'abbatiale, mais il a été bouché. L'entrée primitive était celle-ci, avec 3 arcs en plein cintre. C'était au début du XIe siècle et à la fin du XIe, eh bien, un abbé a fait rajouter ce massif d'entrée. C'est au XIVe siècle que la nouvelle entrée est murée. De la même manière, les arcades latérales de l'ancienne entrée sont murées, elles aussi. Cet espace austère conserve encore quelques chapiteaux sculptés. Le temps a cruellement mordu Maizet. Allons voir un peu sous terre. Cet espace constitue le cellier et le réfectoire des moines se situait au-dessus. Ce cellier communiquait avec des bâtiments proches du marais qui ont disparu et qui servaient également de lieu d'approvisionnement par bateau. Cet ensemble a beaucoup été utilisé à partir des guerres de religion. En effet, les bâtiments abbatiaux ayant été déjà abîmés à cette époque, le réfectoire des moines a été transformé en église. Ressortons pour avoir une belle vue sur la lavande. Outre son parfum très agréable, vous n'oublierez pas que l'huile essentielle de lavande est utilisée comme répulsif des poux. Ça aurait peut-être été plus joli avec l'éclat d'un soleil méditerranéen, mais on fait avec ce que l'on a. La lavande est un arbrisseau de la famille botanique des Lamiaceae. Dans cette famille, on trouve souvent des plantes qui produisent des huiles essentielles parfumées. C'est d'ailleurs une plante mellifère. Non pas qu'elle produise du miel, mais elle attire les insectes qui vont procéder à la pollinisation. La visite n'est pas finie. Engagés porteront les fruits espérés. L'abbaye de Maizet, le lieu consacré à l'esprit de Dieu. Je témoigne à l'abbaye Saint-Julien de Tours. La lavande, c'est l'emplacement du cloître. Par ici, on aperçoit les arrachements d'un ancien escalier qui montait à la tribune nord.
Nous sommes au sommet d'une des anciennes tours. Et il va falloir se dépêcher parce que j'aperçois la pluie sur le marais Poitevin. La campagne vendéenne. L'église Saint-Nicolas du village de Maizet. Vue générale de l'hôtellerie. Côté gothique, on peut également jeter un petit coup d'œil apparemment. Erreur, l'entrée est barrée. Dirigeons-nous vers l'hôtellerie au pas de course. Ça sent les colonnes du déambulatoire. Panneau explicatif sur l'hôtellerie. Il faut savoir que les moines bénédictins, fidèles à la règle de Saint Benoît, accordaient une place importante à l'accueil des hôtes et des pèlerins. Nous sommes dans la cuisine des hôtes. Un moine bénédictin y était chargé de préparer donc la cuisine pour les pèlerins, les hôtes, sur la base d'un semainier qui commençait le samedi soir et en observant la règle du silence. Ce que l'on pourrait croire être un four ici était en réalité un espace passe-plat. On voit que cette pièce avait une structure octogonale. Allons voir la pièce d'à côté. Cette pièce, juste à côté de la cuisine, était le réfectoire des pèlerins. Entre les deux fenêtres se trouvait une cheminée. À la base des fenêtres, on peut apercevoir les coups-sièges, où l'on pouvait s'asseoir pour observer donc une cour qui se trouvait à cet emplacement, tout en mangeant le repas. Sur cette table, exposition lapidaire de ce que l'on produisait à l'abbaye dans ces temps moyenâgeux. Beau chapiteau. Certains éléments sont parfois bien conservés. Le dortoir se trouvait à l'étage. De l'orpin blanc pousse sur les tuiles. Dans cette pièce a lieu une projection cinéma que je ne peux évidemment reproduire.
la salle de projection. L'abbaye ferme sur les heures du midi, je n'aurai pas le temps de faire cette projection. Voici pour finir les vestiges de l'enceinte bastonnée qui se trouvait là au moment des guerres de religion. Dernier regard sur Maizet. À présent, allons voir le village et l'église Saint-Nicolas. L'église paroissiale Saint-Nicolas dans le village est remarquable pour son portail principal. L'édifice date du XIIe siècle. Regardez ces beaux petits éléments de décoration. Beaux chapiteaux sculptés. On se fait la courte échelle. L'intérieur est plus banal. On notera toutefois à gauche du chœur une Vierge du XIVe siècle. Et voici qui clôt la visite de Maizet.